Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Vallogne. Avec 10 ans de carrière et 5 millions de lecteurs, cette success story aurait pu ne jamais voir le jour si Aurélie ne s'était pas écoutée. Il y a un moment donné, ton inconscient vient te rattraper par le col, t'envoie des messages subliminaux de l'inconscient ou autre et te redit t'as oublié, mais ton rêve c'était ça. Et moi j'ai vraiment eu ça. J'ai eu ça à 29 ans. Aurélie s'est battue pour réussir sa vie, s'imposer dans un monde professionnel qui ne lui convenait pas, jusqu'au jour où elle a décidé de prendre sa vie en main. Et là, tu as un bouton en bas à droite, c'est écrit publier. Et là, tu cliques dessus et c'est parti. Et en fait, ta vie change. Mais vraiment, 13 juillet 2014, ma vie, elle bascule. Et c'était pas prévu. Elle nous partage son parcours, comment s'écouter et s'aligner avec soi-même. Mais quand je vois les surprises que la vie peut te réserver quand tu es aligné, les portes qui s'ouvrent alors que t'as pas encore demandé grand-chose, et quand même, t'as comme un petit... Ouais, tout s'aligne vraiment. Ça vaut le coup de s'écouter un petit peu et d'oser avoir peur et de se faire peur. C'est aussi un témoignage puissant sur l'émancipation, la liberté et l'acceptation de soi. J'ai plus besoin de validation par un homme ou par une société. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Où est-ce qu'on la met? J'en sais rien, je m'en fous. Moi, à ma place, je la prends. Je vais pas attendre que les autres me valident et me confirment. Aurélie nous parle de la vraie source du bonheur, se connecter aux autres et la puissance de la sororité. J'ai trouvé une espèce de sérénité, notamment depuis que j'ai des amies filles et qu'on se soutient entre nous et ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité. Et d'un coup, ce que je pensais un peu de moi, mais elles le disent puissance 10 000. Et là, ça fait du bien de l'entendre. À l'occasion de la sortie de son dernier livre, La Fugue, un roman doux et sincère, un hymne à la vie qui peut toujours recommencer. Merci au M Social Opéra de nous avoir accueillis et bien sûr n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide grandement ce podcast à évoluer et à avoir des invités les plus inspirants les uns que les autres. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Aurélie. Salut Nico. Ça me fait très plaisir de t'avoir en face de moi, t'es un véritable rayon de soleil. Je l'ai vu dès que t'as mis un pied dans cet espace. Dis donc, merci beaucoup. Après ça aide, il fait beau dehors, donc ça nous fait du bien au moral. Mais oui, forcément, on a envie de représenter aussi ce qu'on pense à l'intérieur de soi. Donc si ça rayonne, merci de me le dire, on me le dit pas souvent. Ah ouais? Je crois pas. Ah ouais, ça c'était une évidence quand je t'ai vu. Je te connaissais pas plus que ça, donc j'avais pas d'attente. Mais je pense que tu vois, forcément, on va rencontrer plein de gens. J'ai juste une intuition qui me vient, et quand je t'ai vu, je dis waouh, c'est lumineux. J'aime bien le mot intuition en plus, donc merci. Tu vas nous parler de ton dernier livre, La Fugue. Je montre à la caméra pour ceux qui sont sur YouTube. C'est ton dernier roman qui vient de sortir, que j'ai dévoré. Bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Ou pas, mais je l'aurais pas dit si je l'avais pas dévoré. Oui, c'est vrai. Merci pour cette politesse. Mais non, j'ai adoré la douceur qui s'en est dégagée. C'est un thème, moi, qui m'a beaucoup parlé. Cette idée de prendre du recul dans sa vie et faire un bilan. C'est même pour les auditeurs du podcast, ils sont au courant que j'ai souvent fait des retraites de silence, des moments de recul en tout cas, et j'ai senti dans ce livre en fait que c'est un livre où on le lit, c'est comme si on se soignait avec le personnage principal de nos propres questionnements de vie. Ça me touche infiniment parce qu'effectivement, je pense que c'est ça. J'ai voulu créer même une bulle, une parenthèse où on rentre dans le livre et on peut y rester, prendre son temps et se reconstruire avec le personnage principal qui effectivement a décidé de fuguer et de retaper une maison, et en fait elle se rend pas compte, mais en même temps elle se retape elle-même, elle pense ses propres blessures. Donc j'avais envie de ça, j'avais envie de cette douceur, ce monde trop violent, trop agressif dans lequel on vit tous. De temps en temps on a envie de s'échapper, on a envie de tout quitter, c'est pas pour rien qu'il s'appelle La Fugue. La fugue appelle souvent à un retour, mais au final je crois que là dès le début on savait qu'elle quittait ce monde trop agressif pour un monde qui lui correspondait plus. T'en parles très bien. Mais oui, je me lance toute seule. Pardon. Mais oui, non, mais parce qu'elle est encore très proche de moi, du coup, donc ça résonne. On va forcément parler de ce livre, mais on va aussi parler de toi, parce que t'es quelqu'un qui semble avoir un parcours assez dingue. Là, aujourd'hui, je t'invite dans une soirée. Tu ne connais personne. Comment tu te présentes, si on te demande t'es qui? Alors, Aurélie, quand même, je suis un peu obligée, même si je devais potentiellement choisir un autre prénom que celui-ci, mais on va faire avec. Aurélie, je dirais que je suis quelqu'un de très curieux, de très passionné, qui a besoin de beau dans ma vie, de solitude et de silence, qui aime
les animaux, les oiseaux, les chiens. J'aime la nature, j'aime avoir l'horizon dégagé. Et tout ça m'inspire pour vivre une vie un peu plus lente, peut-être que les autres. Une vie où je passe mon temps à être de biais, à observer les gens. Et de cette observation du monde, j'essaye d'écrire des histoires qui vont toucher le cœur des lecteurs et lectrices. Donc je peux conclure en disant écrivaine. Waouh, mais quelle présentation. Ah mais j'adore. Parce qu'en fait, j'aime pas l'idée forcément qu'on se présente par son métier ou qu'on se présente en disant quel âge on a. Moi, j'ai tous les âges. Je pense que je suis une vieille âme avant tout. Ni en disant que je suis maman ou mariée. Ça, c'est pas les étiquettes forcément qui me viennent en premier. Je pense que c'est tout ça qui dit d'abord qui je suis et qu'on peut peut-être ressentir sans savoir le reste. Avant de parler de la fugue, justement, toi, tu as une vie qui a l'air... J'ai l'impression qu'il y a eu un switch dans ta vie. Il y a eu ta première vie et ta deuxième vie. On a peut-être même 10. Ouais. C'était quoi tes rêves de petite fille ? Alors moi, mes rêves de petite fille, je crois que j'avais envie de découvrir le monde. J'avais envie de... Moi, j'ai grandi à Massy, en région parisienne. Donc, j'habitais dans une tour HLM au 7e étage, tout en haut. Et c'était franchement une vie heureuse avec des parents divorcés. Donc, je vivais avec ma mère et mon petit frère. Mais j'avais cet appel que j'ai dû trouver dans les livres de curiosité sur le monde. Et à force de plonger dans des histoires, j'ai bien senti que mon appel créatif que je pouvais ressentir de partout, à savoir j'aimais écrire, j'aimais dessiner, j'aimais, je sais pas, chanter, j'adorais chanter, je me serais bien vue sur les planches, ou styliste, ou décoratrice intérieure, enfin vraiment tout me plaisait. J'avais quand même un appel d'aller, je sais pas, vivre plus intensément. Et pour ça, moi, ça passait par sortir, par partir de ce monde-là pour aller voir un peu le monde. Mais quand même, au fond de moi, je l'avais dit une fois à ma grand-mère, mais vraiment, je n'osais pas trop le dire à voix haute. En lisant un livre, après, je lui avais envoyé une carte postale en disant « Merci mémé de me l'avoir offert. Ça y est, j'ai trouvé. Quand je serai grande, je serai écrivain. » Donc, à 6 ans, je l'ai formulé. En rentrant au collège, je l'ai mis encore sur, tu sais, les feuilles de renseignement où on demande ton nom, ton prénom et ton métier, c'est ce que tu aimerais faire. Et quand tu commences à mettre écrivain et que tout le monde regarde genre mais ça va pas la tête, tu remplaces et tu mets journaliste. Et finalement, même journaliste, moi j'ai une amie qui m'a dit mais attends, je t'ai jamais vu lire un journal. Et là, je fais oh merde, pas faux. Et donc je barre journaliste et là je commence à être vraiment paumée. Donc c'est vrai que mes rêves de petite fille sont, je sais pas s'ils sont très clairs, mais je sais que la création et le beau et l'art, c'est vraiment quelque chose qui m'anime à fond. Et je n'étais pas forcément, je savais pas si ça serait par l'écriture ou si ça serait par le chant aussi. Mais en fait tout ça, tu l'oublies carrément parce que finalement quand tu es à l'école, t'es pas évalué là-dessus. Donc tu ne sais pas si tu as le moindre talent. Et j'avais la chance de plutôt bien réussir à l'école. Mes parents n'avaient pas fait d'études. Et enfin, tu vois, tu te dis pas, tiens, je vais aller leur faire plaisir en leur disant, finalement, je vais tout arrêter. Je vais tenter ma chance en étant écrivain alors qu'il n'y a même pas d'école. Donc ça prouve quand même que c'est pas un métier, un vrai métier. Et donc je peux pas leur dire ça. Donc au final... Bah non, j'abandonne un peu tous mes rêves. Je suis même pas un bac littéraire. Je reste sur une voie très générale, celle du milieu, histoire de pas prendre de risques, ni trop scientifique, ni trop littéraire. Et je finis en école de commerce. Et donc c'est vraiment une autre vie après qui s'ouvre encore, où je quitte mon milieu social plutôt très populaire pour intégrer une école où c'est que des fils d'eux. Avec épanouissement, tout ça ? Ou avec légèreté quand même. Avec légèreté, ok. Ouais, je pense que moi, j'avance. Je me rends pas bien compte de ce qui se passe à gauche, à droite. De temps en temps, j'ai l'impression d'être parano. On me dit des phrases, je me dis oh là là, c'est moi qui me vexe toute seule ou pour de vrai c'était blessant. Puis je me dis non, ça doit être moi. Et puis je continue, sauf qu'en vrai, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait des phrases qui étaient dites pour blesser. Et ça, moi, je les ai pas bien vues sur le moment. C'est plus maintenant, quand je fais le bilan, je me dis ah oui, ce que j'ai entendu, il y en a tellement d'autres qui l'ont entendu aussi. Et forcément, c'est des petites phrases. Quand on te dit, on me demande le métier de mes parents et j'explique, ma mère, elle est ATSEM, donc ça veut dire la dame qui aide les maîtresses en école maternelle. Et mon père était peintre automobile. Et donc je raconte ça et puis on me dit ah oui d'accord mais en fait tes parents sont personne quoi. Et là tu fais comment répondre à ça? Donc en fait oui, sur ces moments-là ça peut blesser. Et d'un autre côté, tu sens tout de suite que la personne en face, ça sera jamais ton meilleur ami et que tu vas faire ta route avec d'autres et ça sera très bien. Mais je pense qu'effectivement, tout était tout le temps nouveau. Moi, je connaissais pas Paris, j'ai fait ma prépa à Paris. Donc voilà, à chaque fois, c'est un petit jeu de jambes où tu sors de ton milieu, tu sors de ta zone de confort.
Et finalement, ça se passe pas trop mal, mais c'est toujours nouveau. Alors c'est toujours à toi de te contorsionner, de rentrer dans le moule et de suivre les codes. Et forcément, tu te sens toujours un peu différente, atypique, le vilain petit canard, que ce soit même dans ta famille au départ. Et finalement, c'est pas grave parce qu'il y a un jour, enfin, tout s'aligne. Mais c'est vrai que les débuts ont été longs. Ouais, et puis de ce qu'on entend, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais je sais pas comment je fais. Tous les invités, la plupart que j'ai, si je pose cette question, c'était quoi tes rêves enfant, c'est que souvent les gens que j'ai en face de moi vivent leurs rêves d'enfant. Et là, c'est tout le temps la même chose, comme si le cœur de l'enfant savait. En fait, il y a un moment donné, ton inconscient vient te rattraper par le col, t'envoie des messages subliminaux de l'inconscient ou autre et te redit t'as oublié, mais ton rêve c'était ça. Et moi j'ai vraiment eu ça. J'ai eu ça à 29 ans. À un moment donné où j'allais pas si bien, je venais d'avoir un premier enfant, j'avais démissionné pour suivre mon mari qui avait été muté à l'étranger. Et au final, et en plus de ça, j'avais une cousine du même âge que moi qui faisait un cancer du sein absolument terrible, qui ne s'est pas bien fini. Donc tout ça me chamboulait plus que vraiment, ça me travaillait. Et je me posais la question de est-ce que si tout s'arrête pour moi, est-ce que je suis vraiment heureuse ? Et la réponse était plutôt non. Et la nuit, je faisais des cauchemars et j'en faisais un récurrent qui était ma tombe et c'était écrit Aurélie Valogne, écrivain. Sachant que je n'avais jamais écrit de ma vie. Donc c'est là où je dis vraiment, on a j'en sais rien, un inconscient, quelque chose qui vient nous remettre sur les rails, qui nous refout des baffes jusqu'à ce qu'on entende. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai plus de travail, je vais pas retrouver un travail en Italie avant peut-être 6 mois, le temps que je parle la langue. Du coup, je vais faire mon rêve de petite fille, je vais me dire à personne, mais je vais écrire mon premier roman et tous les jours, je mettais mon fils à la crèche et de 8h30 jusqu'à 13h59, parce qu'à 14h, j'avais mon cours d'italien qui commençait, j'écrivais sans savoir exactement quoi faire ni comment faire et j'ai écrit Mémé dans les orties qui a été mon premier roman et qui a changé ma vie en fait. C'est fascinant parce que encore une fois, t'as le sentiment, tu vois, d'avoir été challengé par la vie. Justement, là j'enfonce une porte ouverte, mais cette idée que c'est comme si à un moment donné c'est stop quoi. Il y a trop d'éléments autour de moi ces éléments rentrent même dans mon inconscient quand je dors. Ces éléments sont là pour me dire tu n'es pas sur la bonne voie. Tu l'as vraiment ressenti comme ça ? Je l'ai ressenti, c'était déjà allumé un peu pendant mon congé mat, donc quelques mois avant, où j'étais à m'ennuyer dans un café, à tenir la poussette, et j'avais pris un carnet, un crayon, et je commençais à noter des idées. Et je m'étais dit, tiens, si un jour j'écris, mon héros, il aurait quoi comme nom ? Et puis là, je m'étais dit, allez, prends une contrainte qui passe. Et j'étais dans un café dans les Batignolles et en face de moi, il y a une boutique de peinture avec 2 lettres en haut, FB, Farrow & Ball. Et je me dis, ok, ça va être ça, ces initiales, FB. Alors on va chercher, tiens, Ferdinand Brun. Et donc ça, en fait, j'aime bien les contraintes qui viennent t'aider à être créatif. Et après, je l'ai mis de côté, ce carnet, j'en ai rien fait du tout. J'ai repris un travail. Et quand j'ai dû démissionner pour suivre mon mari à Milan, au moment de jeter mes 6 années de taf chez Procter, donc des rapports de parts de marché, enfin tout ce qui n'était pas créatif, j'ai jeté, je me suis dit, oh là là, ça aurait fait 10 romans. Donc je pense que j'avais vraiment déjà un biais de... je transformais tout en ça. Ça commençait à devenir très, très obsédant. Je crois que ça s'est vraiment réveillé. Genre, c'était le rêve de ta vie, en fait. T'as oublié, mais c'était le rêve de ta vie. Et encore un signe assez beau, quand je suis arrivée en Italie, donc vraiment, je suis arrivée en novembre 2013, mais je suis tombée sur une émission sur la Rai 3 qui s'appelait Masterpiece. Et je pense que c'est la seule émission qu'ils ont faite, qui a dû faire une saison. Et c'était l'histoire enfin, c'est pas l'histoire, c'était une télé-réalité où tu avais des jeunes auteurs et autrices en herbe qui arrivaient avec leurs manuscrits sous le bras. Et l'émission de télé, c'était le fait de les voir pitcher à des éditeurs. Et les éditeurs disaient ça m'intéresse, je vous garde en finale, ça m'intéresse pas, tatata. Et après, ils devaient aussi faire des espèces de concours d'écriture en direct. Et moi, je regardais, je comprenais rien, je parlais pas italien et je me disais, mais je suis en train de perdre du temps de ma vie à regarder d'autres vivre mon rêve, plutôt que moi, je pourrais être en train d'écrire en fait. Et donc j'ai éteint la télé, j'ai arrêté, et c'est là que j'ai repris mon carnet. Mais j'ai comme l'impression que parfois tout t'emmène sur cette voie-là où finalement t'as juste, entre guillemets, à écouter parce que c'est pour ton bien. Et puis il y a un effet miroir quelque part. Tu pourrais détester, les voir à la télé, ou aussi te dire comment je prends ma responsabilité d'aller vers ce quoi j'ai envie. Donc tu écris ce premier livre, ce premier roman, Mémé dans les orties. Là, comment ça évolue pour toi ? Tu as été en auto-édition.
parce qu'on voulait pas de toi? C'était quoi le Non, problème? c'est très différent. C'est en fait, donc effectivement, j'ai écrit mon premier roman sur 4 mois. C'est rapide? C'est plutôt rapide. Ouais. En fait, je m'étais fixé le 100 jours en me disant, je pense que je vais bientôt retrouver un travail, je parlerai suffisamment italien, donc je vais pas me laisser 2 ans. Et surtout, je me connais un peu. Moi, je suis quand même une grande passionnée qui presque tombe amoureuse d'idées ou autres. Et au bout de 4 mois, je passe à la suite. J'ai un autre truc qui anime mon cœur. Et donc, je m'étais fixé 100 jours. Et au bout de 100 jours, je vois bien que j'ai envie de tout détricoter, que je vais abandonner, que je trouve ça nul. Et donc là, je dis à mon entourage, à mon mari, à ma meilleure amie, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai écrit un roman. Et là, je sens que je vais baisser les bras. Donc, dans un mois, jour pour jour, vous lisez. Et donc je me suis gardée un mois de plus pour essayer de le peaufiner, de l'améliorer. Au bout d'un mois, ils l'ont lu. Les 2 m'ont dit « Ah, c'est super !» Et là, je me suis dit, mais quelle bande de menteurs. Ils peuvent pas me dire que c'est de la merde, parce qu'en fait, je viens de leur confier mon rêve de petite fille entre les mains. Je suis pas dans la meilleure période de ma vie. Et je me dis, bon, je peux pas leur faire confiance. Même si c'était vrai, je peux pas leur faire confiance. Il me faut l'avis de lecteurs neutres, qui me connaissent pas, qui me diront juste si c'est bien ou pas bien. Et donc, c'est à ce moment-là que je cherche un peu les différentes formes d'édition et je tombe sur l'auto-édition. Je me renseigne, je vais sur le premier site qui ressort, qui s'appelle KDP. Et là, j'ouvre il y a une plateforme et on te demande de mettre ton nom, ton prénom. Alors j'écris Valogne, Aurélie. Quel serait le nom du roman? Alors là, je fais merde. Je vais prendre un titre qui est un titre de chapitre de mon roman. Donc il y a plusieurs expressions populaires et je prends mes dans les orties. Après, il demande à uploader le document, donc j'upload. D'écrire un résumé, j'écris un résumé, une couve, j'ai une couve, j'ai pas de couve, ça parle de mon grand-père, les déjeuners avec mon grand-père, la nappe Vichy, je mets un Vichy, j'écris en énorme dans Paint, mais vraiment je bidouille, mais dans les orties, et là t'as un bouton en bas à droite, c'est écrit publier, et là tu cliques dessus et c'est parti. Et en fait ta vie change, mais vraiment 13 juillet 2014, ma vie elle bascule, et c'était pas prévu. Et en fait moi j'ai retrouvé un travail depuis le 1er juin, donc je le poste parce que je vois bien que ce roman, je vais jamais l'envoyer à des éditeurs parce que, en fait, j'ai pas envie de leur confier mon rêve de petite fille à des personnes qui vont mettre 5 minutes, le parcourir rapidement et dire « Ouf, non, c'est pas pour nous ». Et moi, je pensais que j'ai aucune valeur, que ce roman n'a aucune valeur et je veux pas leur donner ce pouvoir-là. Et donc, je leur envoie pas du tout. Donc, je m'auto-édite et je reprends ma vie, je reprends mon travail. Et à ce moment-là, j'ai quand même des petites alertes, genre toutes les nuits ou tous les soirs. Ils me disent « Tiens, vous en avez vendu 5 aujourd'hui. Tiens, vous en avez vendu 20 aujourd'hui. Tiens, vous en avez vendu 40 aujourd'hui. » Et puis ça commence à monter jusqu'à un jour où il y a une Sylvie Fureur que je ne connais pas, qui met un avis 5 sur 5 sur ce roman dans les premières semaines. Et mais rend dithyrambique du genre génial, j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai ri, franchement, mais tout le monde devrait le lire. Et là, je me dis, ça c'est une amie de ma mère ou quoi? Elle s'appelle Sylvie. Et en fait, non, c'est pas une amie de ma mère, c'est juste une première lectrice qui est tombée par hasard sur ce roman. Et un premier avis appelle un autre avis. Et j'ai une cascade d'avis 5 étoiles qui arrive. Et le roman monte et rentre dans le top 100 et rentre dans le top 20 et devient numéro 1 de cette plateforme qui était Amazon. Donc, je côtoie des Modiano et des prix Nobel, de tout ce qu'on veut. Et je fais, mais c'est juste fou en fait. T'avais quel âge? Là, 29. T'avais 29 ans, ouais. Ok. Et donc, oui, à ce moment-là, 29-30. Et c'est assez dingue parce que ça s'emballe. Moi, j'ai rien fait. Vraiment, tout le monde me dit, mais je sais pas, t'as posté sur les réseaux sociaux. Je fais, franchement, à part demander à ma famille de lire le livre. Et c'est pas des lecteurs de mon côté de la famille, donc ils ont mis 3 semaines. Et quand ils l'ont lu, ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal. Vous garde bien ton métier, ma fille. J'ai des petits encouragements très sympathiques. Donc, en fait, non, ça s'est fait par le bouche à oreille, par des lecteurs qui sont tombés dessus par hasard et qui... C'était le texte dont ils avaient peut-être besoin sans le savoir à ce moment-là. Et il se trouve qu'au bout de, je sais pas, 15 jours à être numéro 1, je prends mon courage à 2 mains, j'imprime ce roman pour la première fois en 4 exemplaires, donc je suis toujours à Milan. Ça me coûte 40 € d'envoyer un pli vers la France, donc j'inonde pas le marché de mon manuscrit et je l'envoie à 4 maisons d'édition. Et voilà, en espérant que peut-être l'une d'entre elles pourrait être intéressée. Il se trouve que je reçois une lettre négative type, une lettre qui explique pourquoi c'est pas pour eux. Un des 4 ne me répondra absolument jamais. Et un autre me contacte la première semaine de septembre. Et il se trouve que celui qui me contacte, il le sait pas, mais en parallèle, il y en a un autre sur Facebook qui me contacte aussi la même semaine. Et donc, je me retrouve avec 2 maisons d'édition qui sont intéressées pour me publier en même temps. Et donc là, d'un coup, j'ai la chance de pouvoir choisir, négocier. Donc, dans mon contrat, tout de suite, je dis, moi, je veux garder
la main sur mon titre et sur ma couverture, parce que je refuse qu'un jour mon vrai nom, Aurélie Valognes, soit associé avec une couve que je n'aime pas, ou un titre pareil qui ne me correspond pas. Et puis ensuite, je décide de partir avec Michel Lafon. Et ça a été une très très belle aventure qui commence comme ça, par hasard en grand format, et ensuite qui se poursuit vendu à des millions d'exemplaires en poche. Ce qui est génial aussi dans ce que tu racontes, je trouve, c'est à quel point on peut rester soi. À quel point, en fait, tes convictions, tu les as pas mis de côté. T'as pas voulu... t'y as été avec beaucoup d'innocence, j'ai le sentiment. Oui, ça c'est vrai. Merci de poser le mot, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une grande différence potentiellement entre ma façon de faire et d'autres. C'est que moi, j'ai jamais rêvé d'être publiée ou éditée. En fait, moi, je voulais écrire mon roman. C'est vraiment un truc très intime qui aurait pu se passer entre moi et mon bureau, et personne ne l'aurait jamais su. Et moi, j'aurais été fière de moi, et j'aurais pu dire à tous ceux qui disent « Ouais, réalise ton rêve », moi je l'ai fait, il est là, regarde, il est là. Mais en vrai, c'était pas forcément... J'ai pas rêvé de changer de vie, j'ai pas rêvé de gagner de l'argent avec mon écriture, j'ai pas rêvé d'entrer dans un milieu un peu élitiste de la littérature française ou je ne sais quoi. Moi, j'ai juste eu envie de raconter une histoire qui était celle dont j'avais besoin à ce moment de ma vie parce que j'allais pas bien, une histoire qui me faisait du bien, qui me faisait rire. Je l'ai écrite. Elle a résonné avec d'autres. Je me suis dit, mais en fait, ma naïveté profonde qu'on retrouve dans ce roman-là, mais en fait, il y en a d'autres qui en ont besoin. Donc ça m'a vraiment consolée aussi. Et derrière, effectivement, j'ai pas vendu mon âme au diable parce que il y avait rien à vendre. Ouais. Moi, c'était vraiment une aventure qui s'est faite pas à pas, où je ne connaissais rien à rien. Il y a personne de ma famille qui était dans le milieu de l'édition. Donc j'ai tout découvert au fur et à mesure, et ça a été que des belles surprises. Mais effectivement, comme tu dis, j'aurais pas trahi celle que j'étais, j'aurais pas accepté typiquement la couverture Vichy. J'ai donc bidouillé moi-même pour l'auto-édition. Et quand je suis passée avec Michel Lafon en grand format, ils ont voulu que je l'enlève. Ils m'ont dit, en fait, cette couve, on l'a, franchement, bof, on l'a assez vue. Les couves Vichy, c'est quand même des couves pour la cuisine. Toi, c'est pas un livre de cuisine. Et je fais, faites une proposition. Je suis pas fermée, mais faites une proposition. Et là, ils font une proposition, une couverture avec une grand-mère qui a l'air vraiment folle, les cheveux avec des bigoudis un peu dressés sur la tête. Et elle a un fer à repasser à la main. Et dans l'autre main, elle tient son chat et elle veut lui repasser la tronche. Et là, je me dis, mais c'est cruel, c'est méchant, il n'y a pas de grand-mère dans le roman, c'est pas du tout, ça me correspond pas. Mais pourquoi ? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Ils me disent, mais si, parce que comme ça peut être dans la même veine que Le Vieux qui veut fêter son anniversaire, qui était un roman qui avait bien marché et touché. Alors, on va se dire que je m'en fiche dans la veine de qui que ce soit. Tant que vous n'avez pas une meilleure idée, on garde mon Vichy. Et pour vous rassurer, s'il faut vraiment vous rassurer, on écrit roman. Comme ça, les gens savent que c'est pas un livre de cuisine et que c'est un roman. Et c'est ce qu'on a fait. Et arrivé au livre de poche, rebelote. Ils me disent, s'il n'a pas si bien marché que ça en grand format, t'en as vendu 10 000, ce qui est très bien pour un premier roman. Et moi, toute seule, j'en avais vendu 24 000, donc j'étais plutôt d'accord avec eux qu'on aurait pu en vendre au moins 24 000. Et arrivé en poche, ils me disent, donc on va proposer une nouvelle couverture, si t'es d'accord. Je fais, oui, pas de problème, faites une proposition, mais si ça me plaît pas, on gardera le Vichy. Et au final, ils me font une proposition de couverture toute beige, mais d'un beige très, très triste. Et tout en haut sur la couverture, en tout petit, on voit la silhouette d'un vieux monsieur, mais tout voûté, avec une canne sur un banc, minuscule, et qui a l'air d'attendre la mort. Et là, je me dis, même moi, j'ai pas envie de l'acheter, en fait, ce roman, une fois que c'est cette couve. Et donc, pareil, je leur ai dit... ça sera pas la couve de Mémé dans les orties, je garde mon Vichy. Et donc là, il la customise un peu. J'avais une couverture rouge et jaune, elle passe en rouge et bleu. Et voilà, et ça fait que finalement, cette alien visuelle et littéraire attire l'œil, mais ça, c'était pas forcément réfléchi. Moi, j'étais en Italie, je connaissais pas bien le monde des librairies, avec toutes les couvertures très blanches. Et c'est sûr, quand tu vois ce truc-là débarquer, ça va être un peu bizarre. Et au final, c'était assez fou. Finalement, ça a marché et ça a contribué, je pense, au succès. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un justement qui se sent un peu bloqué dans sa vie et qui voudrait changer de vie ? Toi, c'est quoi pour toi qui a été cette recette de trouver cet alignement et d'y aller ? Ça se trouve où ? Moi, je crois que j'ai un problème avec la mort. J'ai un problème depuis toute petite, depuis, 6 ans, où je me suis rendu compte que il y avait une histoire comme quoi à la fin on devait tous mourir et il fallait être d'accord avec ça. Je trouve que c'est quand même une sacrée injustice et vraiment j'ai pas envie. J'adore
j'adore les surprises de la vie, j'adore le fait de vieillir, de voir tout ce qui se passe. Et en fait, quand on a vraiment conscience que tout peut s'arrêter, pas dans 40 ans, mais demain matin, et ben d'un coup, on réfléchit différemment et on mesure la préciosité de chaque journée et de chaque minute que l'on peut perdre pour des bêtises. Donc moi, aujourd'hui, je sais... Si je devais donner un conseil, je pense que ça serait de réévaluer quels étaient nos rêves avant d'être porté dans un tourbillon qui est le travail, qui peut être les enfants, qui peut être la famille, toutes les pressions qu'on peut subir, et de se dire mais c'était quoi ton rêve ? Potentiellement celui que tu n'as jamais voulu dire tellement ça fait peur. Celui où tu t'es interdit d'y aller tellement tu es sérieux à l'intérieur de toi parce que c'est ça, et tu le sens. Et il y en a qui pourraient dire, j'en sais rien, ça peut être potier, ça peut être boulanger, ça peut être monter sur scène, ça peut être chanteur, ça peut être même femme au foyer ou autre, mais on n'ose pas le dire parce qu'on va être jugé, parce que si on échoue, on va nous le reprocher, parce que c'est tellement intime et important pour nous qu'on va croire qu'on n'a aucune valeur si on ne réussit pas, et que s'il y a bien un seul endroit dans sa vie où on a envie de réussir, c'est là-dessus. Et donc finalement, on n'y va pas. Et donc moi, mon conseil, ça serait vraiment de suivre sa peur. Quelle est la chose qui te fait le plus peur, que tu oses dire à personne ? Et en fait, c'est là que réside ce que tu veux le plus. Ouais, c'est marrant parce que tu le dis. Parce que je l'ai découvert récemment. Du coup, je partage toutes mes découvertes. Non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, vraiment, j'ai jamais osé tenter un baccalauréat créatif ou littéraire parce que c'était ça que je voulais faire. Et que je me suis dit, oui, mais admettons qu'on se rend compte que je suis nulle là-dedans, alors que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, autant être nulle dans une voie où je serais nulle parce que ça me plaît pas. Et en fait, c'est complètement stupide comme réaction. En fait, même, je pense qu'on est tous faits et on a tous un talent unique. Donc, ta petite voix au fond de toi, ta peur, tu sens que c'est là. Oui, et fais-toi confiance parce qu'en fait, si ta petite voix te dit c'est ta route, 1, ça va être vraiment ta route, et 2, tu vas être meilleur que tous les autres, parce que ça, tu peux le faire toute ta vie, et plus tu passes du temps à faire quelque chose, plus tu t'améliores, et tu prends de l'avance, et tu vas y mettre tout ton cœur, et en fait, ça sera même pas du travail, parce que tu passeras tes soirées, tu passeras tes week-ends, et ça sera ta nouvelle vie, et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Donc vraiment, je pense que le meilleur conseil, c'est de se souvenir déjà que tout peut s'arrêter, donc il ne faut pas attendre d'être à la retraite. Moi, je m'étais dit, un jour, j'écrirai, mais quand je serai à la retraite. Heureusement que j'ai écrit avant, parce que cette vie-là, elle est folle, et je serais passée à côté de cette vie. Donc ça se trouve, j'en aurais une autre géniale, mais quand je vois les surprises que la vie peut te réserver quand tu es aligné, les portes qui s'ouvrent alors que tu n'as pas encore demandé grand-chose, et quand même, tu as comme un petit... tout s'aligne vraiment. Ça vaut le coup de s'écouter un petit peu et d'oser avoir peur et de se faire peur. Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir que tu l'as fait en parallèle d'un métier que tu avais. C'est pas tout arrêter pour se lancer, pour faire le grand saut. Il y a quand même quelque chose où tu as construit cette passion en parallèle de ton métier, et finalement, le jour où tu as posté sur Amazon, ça n'allait pas changer ta vie, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ça n'allait pas changer ta vie. En l'occurrence, ça a littéralement changé ta vie positivement. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que beaucoup de personnes peuvent dire « oui, mais je peux pas vivre de ma passion, c'est trop compliqué, etc. » Mais finalement, toi, tu as fait un premier pas. Exactement. En fait, et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas très longtemps encore, on m'a dit « mais toi, tu as eu le courage d'écrire, le courage de te faire publier. » Mais j'ai eu aucun courage, c'est-à-dire que j'étais enfermée chez moi pendant 4 mois à écrire ma petite histoire comme ça. J'ai retrouvé un travail, j'ai regardé mon ordi de loin en me disant mais mon roman qui est enfermé dans cet ordi qui a plus de 15 ans va disparaître le jour où l'ordi crache, et ça serait quand même dommage de ne pas l'avoir écrit ou d'en avoir rien fait. Je l'ai mis sur une plateforme, mais comme on pourrait presque, je sais pas, mettre un objet trouvé à la consigne. Enfin, vraiment, je l'ai posé. Et il a fait sa route, et ça m'a rattrapée. Et moi, c'était évident que je ne voulais pas... j'étais pas prête à lâcher mon travail, parce que je me suis dit, mais à quel moment un roman auto-édité est un vrai succès qui va me permettre de vivre jusqu'à la fin de mes jours ? Non. Et après, quand on me dit, oui, mais Aurélie, quand même, ça marche bien. Là, t'en as vendu, je sais pas combien. Première année, oui, super. Deuxième année, oui, super. Mais je suis en Italie, je connais pas le marché, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est vrai que la 3e année, j'ai quand même ma tête qui est dans le journal de Le Figaro et qui disent que je fais partie des 10 auteurs et autrices les plus lus de France en 2017. Et là, tu fais, ah oui, c'est vrai que finalement, si je fais partie des 10, ça doit se vendre. Mais moi, je le vois pas. Et j'ai toujours pas envie de lâcher mon travail, parce que ça fait des années
en ayant fait des études, quand même, j'ai un bon salaire. Et avant de gagner autant, il va falloir quand même se lever très tôt. Et puis en plus, dans l'édition, tu as un décalage entre le moment où tu donnes ton manuscrit, le moment où il est publié, et puis le moment où tu touches enfin la recette de tes ventes. Et c'est quasiment 1 an et demi. Ouais. Et donc, en fait, oui, au bout d'un moment, je commence à me rendre compte qu'effectivement, il y a de l'argent qui rentre un peu, mais j'ai toujours pas envie d'abandonner mon travail parce que je veux garder cette fraîcheur pour raconter mes histoires, que ça soit vraiment mon hobby et d'avoir une sécurité qui me permette de me dire oui, la vie de bohème, en fait, je suis pas prête. C'est la peur, en fait, que ça devienne trop lourd, à l'idée que ça repose uniquement sur les histoires et qu'il faut que ce soit d'une qualité exceptionnelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, la vraie peur, c'est que ça s'arrête. Ah oui. C'est en fait, qu'est-ce qui prouve que les lecteurs qui ont aimé le premier roman, qui ont aimé le deuxième, seront au rendez-vous du troisième, du quatrième ou là aujourd'hui du 11e. C'est pas parce que potentiellement tu peux rester dans une veine similaire qui est 100% moi, qui vont adhérer longtemps. Il y a aussi l'effet nouveauté. Donc moi j'avais vraiment cette trouille de me dire mais c'est pas parce que le roman est bien écrit qu'ils vont me suivre. Et en plus moi je vais pas dire que j'ai un problème, mais je suis incapable de faire 2 fois la même chose. Donc chaque roman est extrêmement différent du précédent. On retrouve ma sensibilité, mon regard sur le monde, mais tu peux pas comparer aucun de mes romans. Si tu prends le premier et le dernier, enfin aucun rapport. C'est pas la même personne qui a écrit. Et pourtant si. Et donc je me dis, mais les lecteurs, ils grandissent en même temps que moi, mais grandissent-ils à la même vitesse ? Est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations ? J'en sais rien. Donc la seule chose que je peux faire, c'est me faire confiance et de me dire, chaque année, j'écrirai le roman qui m'était nécessaire, celui que je devais écrire. Je l'écrirai pour une date que je me suis fixée moi, où j'aurai tout donné. Et je pourrais me regarder dans le miroir en disant, franchement, je ne pouvais pas faire plus. Tu as écrit combien de livres avant de quitter ton travail ? 3. J'en ai écrit 3 avant de quitter mon travail et je ne l'ai pas quitté par hasard, je l'ai quitté parce que mon corps a dit stop. Parce que vraiment, en fait, quand tu gères, donc tu as tes romans à côté, donc tu poses 2 semaines de congé sans solde en août, fin août. Ensuite, tous tes week-ends, tu passes ton temps à réécrire. Tu y penses tout le temps. Dans le métro, tu as ton carnet pour avancer. Tu arrives en réunion pour ton autre travail toute la journée. Tu prends des décisions sur tes livres en 10 minutes entre 2 portes, alors que tu passes ta journée en réunion sur des sujets qui t'intéressent pas trop. Je viens d'être maman de mon 2e enfant, qui ne dort pas. Je viens d'être promue directrice marketing donc chez Mars et je suis envoyée toutes les semaines en voyage en Europe et là vraiment tous mes collègues me disent c'est incroyable ton régime, qu'est-ce que tu as fait ? Et là je ne fais pas de régime, mais c'est juste que je ne dors pas la nuit et je vois bien que je suis en train de me perdre en chemin, que je suis fatiguée, que je suis en train de douter de ma valeur au travail, que mes chefs me prennent pour une impostrice. Enfin, j'en sais rien, mais moi, je le ressens, donc je deviens vraiment parano. Et en fait, je suis en train de faire un début de burn-out et je ne me rends pas compte. Donc, il y a un moment donné, je vais voir mon chef et je lui dis j'arrête. Mais ça, pour moi, c'est le plus grand échec de ne pas être capable d'arriver à tout gérer de front. Et les romans, et la famille, et le nouveau travail. Alors qu'on vient de me donner une promotion moins d'1 an avant. Et oui, j'arrive à gérer certaines choses, mais tout ensemble, ça pèse trop lourd et je suis obligée d'arrêter. Et finalement, une fois que j'ai pris cette décision, aujourd'hui, avec le recul, aucun regret. Mon niveau de vie, je gagne très bien ma vie aujourd'hui. Et l'année suivante, j'ai écrit un roman qui a été d'une facilité parce que j'ai récupéré mon temps. Pour une fois dans ta vie, tu peux faire que ce que t'aimes, à savoir tu te lèves le matin, t'emmènes tes enfants à l'école, et puis tu écris jusqu'à 19h30 parce qu'en plus je continuais d'être une mère indigne et de demander aux babysitters d'aller chercher mes enfants à l'école, de leur donner le bain, de leur préparer le dîner, et moi je rentrais et on racontait l'histoire du soir, on faisait les câlins et j'avais la meilleure partie. Donc, qu'est-ce que tu cherchais quand t'as poussé comme ça ? En fait, je crois que c'est un syndrome de l'impostrice ou d'imposteur. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas fait de métier où on grimpe l'échelle sociale. Moi, quand j'étais en première ES, donc économique et sociale, j'ai un de mes profs qui m'a montré un graphique, une répartition des classes sociales. Et il nous montrait, donc c'était la fameuse théorie de Bourdieu, que si tes parents sont ouvriers et employés, tu ne seras jamais dirigeant. Tu ne seras jamais chef d'entreprise. Tu vas rester ouvrier ou employé, ou alors tu vas te décaler d'1 case, mais pas de 5 cases. Et moi, j'étais là, je comprends pas. En fait, mes parents, ils sont effectivement employés de mairie, mais moi, la case où je veux aller, c'est soit artiste, soit celle qui est tout au bout. Pourquoi je pourrais pas être dirigeante ? Et donc, et il m'a vraiment regardée comme une imbécile. Et il m'a dit, mais Aurélie, les contes de fées, c'est que pour les livres.
Et la bergère, en fait, Scoop, elle n'épouse jamais le prince charmant. Donc il m'a dit ça en plein cours. Hein. Et donc là, je fais ah oui. Et donc là, il y a eu un truc en moi, une espèce de rage de je vais me prouver, mais peut-être lui prouver, j'ai rien à prouver à un prof, mais qu'on peut passer de ces cases socio-démographiques à dirigeante. Et donc j'avais ce truc de pas lâcher mon métier sur lequel j'avais investi depuis plus de 13 ans finalement, et d'arriver donc directrice marketing. Donc là, tu sais que tu es partie du comité de direction de l'entreprise, du board. Donc tu peux pas avoir une marche plus haute. Oui, directeur général, mais en vrai, c'était pas vraiment le taf qui m'intéressait. Et donc, il fallait que je me le prouve, que je me dise, tu vois, tu y es arrivée. Maintenant que tu l'as, est-ce que tu es heureuse et est-ce que tu voulais vraiment ? Et c'est à ce moment-là que j'ai pu lâcher et dire, non, en fait, je crois que ce que je veux vraiment, c'est écrire. C'est dingue parce que ça montre bien à quel point on peut être conditionné positivement et négativement, parce que là, ça aurait pu être très positif. Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais je pense à Anthony Bourbon. Je sais pas si tu situes Anthony Bourbon, un gros entrepreneur qui est dans Qui veut être mon associé sur M6. D'accord. Il est très dans un yang masculin, combatif, de j'ai été à la rue. Quand je vivais à Bordeaux, je veux prouver par la méritocratie qu'on peut réussir. Et aujourd'hui, il est très dans le capitalisme, etc. Moi, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir dans le podcast, donc je dis pas ça en mal de lui, mais il y a ce côté, je prends une revanche sur ma vie, mais ça lui a permis en fait d'atteindre ses objectifs. À quel prix ? Finalement. Et toi, c'est un peu ça. C'est à quel prix ça t'a permis d'atteindre tes objectifs, mais finalement, pourquoi ? C'est ça. Et puis le prix, ça a été une grande solitude aussi. Parce que finalement, quand on s'éloigne de sa famille parce qu'on fait des études, la famille ne comprend pas. Quand on arrive dans un milieu, on va dire école de commerce ou prépa, où on doit rentrer par le dernier RER, où on est boursière et qu'on est en chambre universitaire de 9 mètres carrés et que les autres habitent tous en centre-ville, ils ne nous comprennent pas. Quand enfin on trouve un métier et qu'effectivement, moi j'ai ce truc, j'avais ce feu intérieur de non, il faut que je réussisse. Enfin, il faut que tout ça soit pas fait pour rien. Donc je crois que ça m'a vraiment aidée à garder un cap et qui a été utile. J'ai pas de cadavre, j'ai écrasé personne, enfin vraiment non mais c'est vrai parce que ça peut être ça, le côté très yang dont tu parlais. Finalement j'ai l'impression que ça s'est fait plutôt en douceur, mais par contre ça s'est fait au prix aussi d'une carapace que tu mets vraiment. Et moi, je ne le savais pas encore jusqu'à 3-4 ans, mais j'étais plus qu'hypersensible et je le suis toujours. Mais dans ces milieux-là, tu peux pas. Donc, je mettais une carapace de fou et j'ai même eu une chef qui m'a dit « Mais Aurélie, toi, t'as pas d'empathie. » Tellement j'avais d'empathie que j'avais mis mon truc pour pas craquer. Et donc, je pense que la vraie Aurélie, elle n'est sortie que la première fois quand j'ai commencé à écrire. Et bizarrement, au premier livre, au deuxième, dès que j'écrivais, je me mettais à pleurer. Dès que j'arrivais en rencontre et que je rencontrais des lecteurs et qu'on échangeait, je me mettais à pleurer. Je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'étais la plus forte. Et donc, c'est vrai que ce truc-là de rentrer dans un moule, faire ses preuves, s'adapter, tout est possible, je vais y arriver, je mets le réveil à 3h du mat, je mets ma presse, elle est prête, comme si j'étais une superstar. Et en fait, d'un coup, tu te dis, mais je me suis perdue en chemin. C'est pas la Aurélie qui arrivait avec sa naïveté, sa sensibilité. Et c'est peut-être pas ça que j'ai de mieux à offrir au monde. De rentrer dans un système, une entreprise, un système capitaliste et tout. C'est marrant parce que dans ta numérologie, on le verra à la fin, mais il y a beaucoup de force. Et je pense que tu as une force qui est là, juste l'énergie n'était pas amenée au bon endroit. Exactement. Et c'est ça qui est assez étonnant. Parce que quand je vois très bien l'écrivaine. Tu le dis comment, toi ? Écrivaine. Je vois très bien l'écrivaine, avec toute la douceur et la douceur du dernier livre. J'imagine très bien tout ça. Et en même temps, je réfléchissais quand tu racontais, je te vois très bien aussi comme la businesswoman qui est capable de voyager et de négocier des choses et d'être dans cet univers beaucoup plus froid, quelque part. Et ça m'a fait penser à quel point on peut porter le costume que l'on a envie de porter et que donc, il n'y a que nous qui nous forçons à être qui on veut être. Et qu'on peut se mentir à soi, ou alors tout d'un coup se dire qu'est-ce qu'on veut être, et le devenir si on le ressent vraiment. Et je trouve que tu es cette preuve qu'on peut changer de costume. Je ne pense pas que tu te sois métamorphosé
Non, pas du tout. Non, ou alors c'est une mue, tu sais, un peu comme un espèce de papillon qui ferait plusieurs étapes, un peu chenille, puis chrysalide, puis ensuite il s'envole. Mais en vrai, même pas, parce que plutôt une mue de serpent, le truc horrible, mais où on change de peau parce qu'on se délaisse de celle qui nous va plus, qui est trop petite, pour prendre celle où on est plus à l'aise, où on est enfin un peu plus soi. Donc moi, effectivement, cette mue, je pense que je l'ai eue. Et ça passe par le fait de s'écouter, d'arrêter d'écouter ce que les autres attendent, d'arrêter d'être en compétition, parce qu'au final, je pense que moi, j'ai été la bonne élève. J'ai été toujours... Bon, effectivement, à l'école, ça marchait très bien pour moi. Et une fois que tu entres dans des concours pour entrer dans des écoles de commerce, puis des concours pour rentrer dans des entreprises, ils te mettent tout le temps en compétition les uns avec les autres. Donc, c'est presque Hunger Games. Enfin, vraiment, il y a un côté... Il n'y a qu'une place pour la promotion. Battez-vous, les gars. Et là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureuse ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais aussi, au fond de moi, j'ai toujours aimé être libre et décider pour moi. Et donc, quand j'étais en entreprise, j'étais profondément malheureuse dans les postes plutôt stagiaire, assistante, parce qu'on me disait ce que je devais faire, alors que parfois, j'avais l'impression d'avoir une meilleure idée. C'est-à-dire, tu me donnerais l'objectif et que tu me dis, vas-y, je te trouve le meilleur chemin. Tu me dis, en plus, comment je dois faire ? Là, j'y arrive pas. Et donc, quand j'ai commencé à gravir les échelons, là, c'était un peu plus aligné avec moi parce que j'avais un objectif qui était, j'en sais rien, d'augmenter de 5% de part de marché. Et finalement, derrière, c'était à moi de trouver les façons de faire. Et il y avait plusieurs options et on pouvait tous décider, mais pas quelque chose qu'on s'impose. Et c'est vrai que le monde du travail, malheureusement, on doit souvent composer avec des contraintes et des exigences qu'on ne maîtrise pas. Pareil, des agendas, des téléphones qui sonnent tout le temps, des réunions. Et on voit que le temps ne nous appartient plus et on se dilate. Donc... Voilà, pareil, tu enfonces une porte ouverte par rapport à ta numérologie, c'est assez étonnant. Mais par rapport à ton dernier livre, j'ai l'impression que tout ce qu'on se dit, c'est un peu aussi ton dernier livre. C'est quitter un endroit où on n'est pas bien pour tout reconstruire ailleurs, fuguer. Et pourquoi ce livre pourquoi ce livre-là ? Enfin, pourquoi il sort là ? C'est vrai. En fait, depuis le premier roman, je crois que j'avais besoin de parler des injustices que je voyais et d'utiliser mon crayon comme une baguette magique pour me dire, ok, dans la vraie vie, ça se termine pas bien, mais peut-être que dans un livre, on peut montrer que ça peut se terminer bien. Et donc, le premier était sur une injustice de à quel point on abandonne nos personnes âgées, on fait comme si c'est normal qu'ils soient encore vivants, mais on leur rend pas visite, enfin bref. On attend qu'ils décèdent. Et j'avais envie de remettre ces personnes-là dans la vraie vie. Ensuite, tous mes autres romans jusqu'au 8e parlaient toujours des injustices que je pouvais voir chez les autres. Donc ça va être un enfant qui est abandonné par sa mère. Ça va être une femme qui ne peut pas choisir son destin parce que à l'époque, on ne peut pas choisir son mode de contraception ni avorter. Ça peut être... l'urgence climatique, ça peut être l'échec scolaire. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de personnages qui me touchaient et qui étaient très inspirés de mon fils, mon frère, mon père, ma mère, mon grand-père. Toute ma famille y est passée, franchement. Et un jour, en fait, on m'a interviewée pour une enquête et on m'a dit, mais en fait, toi, t'es transfuge de classe. Et là, je sais pas ce que c'est être transfuge de classe. Et il me dit, mais si, c'est le mot quand tes parents n'ont pas fait d'études et que toi, t'en as fait. Et je fais oui, ça change quoi. Et en fait, il m'interviewe et il me dit par contre, j'aimerais aussi interviewer ta mère. Et donc, il interviewe ma mère et ensuite, il interviewe d'autres parents, d'autres enfants. Je lis l'essai qui sort après avec nos témoignages. Et là, je me rends compte que toutes les petites piques que j'ai entendues dans ma vie, c'est un système. C'est-à-dire que tous les autres les ont entendues aussi. Et l'amour que l'on peut se porter entre le parent et l'enfant, malheureusement, toute l'incompréhension et tout l'éloignement qui peut exister à cause de cet éloignement social, pareil, c'est quelque chose qui est répété dans chacune des familles. Donc le fait qu'on s'aime mal et qu'on se le dit mal, c'est vraiment quelque chose qui se répétait. Et donc là, d'un seul coup, j'ai eu conscience que l'injustice, pour une fois, peut-être avait aussi touché un bout de ma vie. Moi qui pensais avoir beaucoup de chance et de ne pas avoir eu vraiment beaucoup d'échecs. Et je me suis dit, mais en fait, cette injustice... pour ma mère, cette injustice pour moi, j'ai envie de la raconter. J'ai envie de la raconter pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les autres qui passent par là et qui pensent être parano et dire mais non, ils n'ont pas voulu dire ce qu'ils ont dit. Et donc c'était la première fois pour L'Envol, donc c'était il y a 3 romans, il y a 3 ans, où j'ai pris le jeu pour la toute première fois. Les autres romans, c'était un roman que j'écrivais à la 3e personne et je racontais des histoires.
Et là, quand d'un coup on touche à de l'intime, quand je raconte mon parcours, parce que l'envol c'est mon plus personnel, je raconte toutes les étapes de ma vie, eh bien on se rend compte que quand on a un micro et qu'on a des choses à dire, on n'a plus envie de le lâcher. Et donc c'est aussi pour ça, je pense que j'avais pas réussi à me faire confiance, j'avais encore un gros syndrome de l'impostrice qui a duré jusqu'à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire aux autres ? Là, d'un coup, d'écrire cette histoire-là, d'écrire mon histoire, qui n'était pas seulement la mienne, mais celle de tant d'autres, m'a donné une forme de légitimité. Je me suis sentie autorisée. Je me suis autorisée à raconter cette histoire. Et une fois que j'ai commencé à écrire cette histoire-là, j'ai pu écrire aussi une deuxième qui s'appelait La Lignée, où c'était mon parcours d'écrivaine. Pareil, toutes les petites phrases qu'on peut te donner, te dire quand tu es notamment une femme qui écrit, et que ton collègue masculin n'entend pas. Donc ça, j'ai eu envie aussi de montrer à quel point parfois la planche, elle est particulièrement savonnée et pourtant il faut avancer et bien s'accrocher. Et donc là, c'était un peu la troisième étape qui était, une fois que j'ai posé de côté mon parcours, on va dire de transfuge de classe, puis mon parcours d'écrivaine, il ne reste plus que la femme, celle qui a porté sur ses épaules des choses pendant des années, qui a pris un chemin de vie qui est certainement le bon, mais qui parfois peut-être s'est oublié. Et je me suis dit, il y a des choses que j'ai pu ressentir, d'autres que j'ai vues chez des amis, d'autres que j'ai entendues, et j'avais envie de prendre ce personnage de Inès qui raconte à la première personne ce que c'est en fait de s'oublier trop longtemps au point de penser qu'on ne vaut plus rien, et d'avoir ce besoin impérial, vital de tout quitter pour finalement se dire non, maintenant je me remets au centre, maintenant c'est moi qui décide et ma nouvelle vie commence. Je reste sans moi. Écoute, voilà, beaucoup de promos. Il y a beaucoup de choses dans ma tête parce que c'est... je comprends pourquoi il m'a touché ce livre à ce moment-là aussi. Tu vis en Bretagne, je suis breton. Donc quand j'ai lu le livre, j'ai imaginé la Bretagne. Voilà, exactement. Ouais. Et il y avait... tu parles d'une tempête à un moment donné. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai trouvé très parlant. Je me suis vraiment retrouvée dans cette maison en Bretagne, à me retrouver moi quelque part. Il y a des passages qui m'ont particulièrement touchée. Il y a beaucoup de passages, je ne pense pas qu'on va tous les faire, et l'idée c'est pas de spoiler non plus le livre bien évidemment, mais ça m'a intriguée quand tu dis un âge entre deux. Je n'ai plus 30 ans mais pas encore 60. Je ne suis plus celle à draguer ou à marier, ni même celle qu'on désire et qui pourrait tomber enceinte. Cela me convient bien, et bientôt je serai d'un certain âge, puis d'un âge certain. Certes, c'est mis au féminin, mais bon, ceux qui écoutent le podcast savent que vieillir, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué, que j'ai 39 ans, que j'arrive à mes 40, que je suis célibataire depuis 1 an et demi, et que je me retrouve un peu... Quand j'ai lu, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de draguer, j'ai envie de me marier. Alors, Inès n'a pas mon âge. Inès, elle est un peu plus âgée, elle a 47 ans, mais pour le coup, cette phrase-là, on me l'a dit cet été. On m'a dit, une femme comme vous, entre deux âges. Je me suis dit, d'où entre deux âges, je peux être encore pas mal. Et donc oui, non, moi j'ai pas envie d'être mise au rebut, et de toute façon je laisserai personne le faire, et je pense que c'est à nous de trouver notre propre valeur et de dire tu me trouves pas. En fait, moi je m'en fiche d'être séduisante, moi je veux être intéressante. Donc, et au contraire, si tu irradies quelque chose d'une forme de liberté de ton, de liberté d'agir, tu attires à toi des gens qui disent c'est pas si souvent qu'on voit ou qu'on entend ce genre de personnalité. Donc oui, on me l'a dit cet été que j'étais entre deux âges, ça m'a fait rire, je me dis tiens, je vais le réutiliser pour le roman. Après, moi j'ai vraiment un gros problème, c'est que j'ai jamais eu mon âge, mais jamais. C'est-à-dire que quand j'avais 22 ans, j'avais l'impression d'en avoir 40. Maintenant que j'en ai 41, j'ai l'impression d'en avoir au moins 50. Et quand j'étais tout enfant, je crois que j'avais 70 ans. Enfin, il y a un vrai truc de j'ai jamais eu pile mon âge. Et donc c'est un peu... Un jour je regretterais, je me dirais mais pourquoi t'as pas profité ? Pourquoi t'as pas profité d'être une petite jeunette de 20 ans, de 30 ans, de 40, je sais pas, toutes les folies. Et donc c'est à chacun de le vivre, et si toi tu ressens que c'est surtout pas périmé, évidemment que non, moi non plus, mais c'est vrai que c'est pour ça tout à l'heure quand tu me demandais de me présenter, l'âge n'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Ça rentre pas dans l'équation. 41, je sais pas ce que ça veut dire. Donc par contre oui, si je veux encore faire un enfant, je crois que c'est encore possible.
il va pas falloir attendre très longtemps, mais de toute façon, pour moi, j'ai mes 2 garçons, j'ai pas envie de plus, donc je suis très bien ainsi. Mais c'est vrai que ça fait partie des horloges chez la femme qui peuvent te faire réfléchir à ce genre de phrase de qu'est-ce qu'on fait de toi dans la société. Et en fait, aujourd'hui, il y a assez de femmes génialissimes qui ont plus de 50 ans qui te disent mais on n'est pas acheté à la poubelle en fait. Donc, et c'est très bien de les entendre, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a beaucoup été fait dans le regard des hommes, notamment pour les actrices, et de se dire bah non, en fait, il n'y a plus de rôle après 40-45 ans. Et aujourd'hui, heureusement, on a notamment des femmes qui écrivent et qui donnent des très beaux rôles à d'autres femmes qui ont des âges qui, pour nous, va pouvoir être très inspirant. Je pense que quand on est un homme hétéro, le vieillir, c'est un peu comme du bon vin. Et quand on est une femme ou qu'on est, comme moi, gay, il y a le regard quand même de comment être toujours le mieux possible au top de sa forme. Parce que j'ai le sentiment, en tout cas, de ce que je vois dans la communauté gay, attention, et c'est mon prisme personnel, mais qu'il y a ce besoin de toujours être jeune, pimpant, avoir des abdos, pas avoir de cheveux blancs, pas avoir de rides. Des injonctions qu'on peut retrouver en fait chez les femmes, j'ai le sentiment. Oui, et tout le but c'est justement de se dire mais ta valeur elle passe pas par le regard des autres. Ta valeur c'est toi qui la décides, ta valeur c'est là où tu mets ton énergie et ta valeur c'est toi humainement et ça serait même pas tous les gens qui te suivent avec ton podcast, ça serait même pas le travail que tu peux faire à côté, c'est toi ton humanité. Et souvent malheureusement on délègue le fait de dire génial aux autres. Mais tu pourrais déjà toi-même te dire en fait, j'ai un bon fond. En fait, je suis quelqu'un de bien. Et je le pense sincèrement. Et je vais pas attendre que les autres me valident et me confirment. Et je pense que moi, je l'ai trouvé une espèce de sérénité, notamment depuis que j'ai des amies filles et qu'on se soutient entre nous, et ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité. Et d'un coup, ce que je pensais un peu de moi, mais elles le disent puissance 10 000, et là ça fait du bien de l'entendre. Et donc j'ai plus besoin de validation par un homme ou par une société, qu'est-ce qu'on fait d'elle, où est-ce qu'on la met, j'en sais rien, je m'en fous, moi à ma place je la prends, et je sais que maintenant, entre guillemets, c'est pas que je la mérite, mais je suis au bon endroit, je suis très alignée. Mais c'est vrai que si on continue de sentir qu'il faudrait, comme tu dis, être super fringant, être hyper dynamique. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai une vie de grand-mère et je suis très alignée. Mais ça aide aussi quand on habite en Bretagne, quand on vit au rythme des saisons, quand on vit au rythme des promenades de sa chienne, quand on écoute les oiseaux et les saisons. D'un coup, si moi, le soir, je me couche à 21h sans regarder de série, sans être à la mode de rien du tout, avec un bon bouquin, je suis la plus heureuse. Et en fait, maintenant, je remplace ça souvent par des podcasts. Donc, merci pour la nourriture que tu me donnes aussi. Mais en fait, c'est ça, il faut remettre, je pense, ta valeur et ce que toi t'aimes faire au centre et te dire c'est ça en fait, j'ai rien à prouver et j'ai pas du tout envie de convaincre qui que ce soit, et ce qui me rend heureux c'est cette simplicité et j'ai le droit de m'écouter, et en fait potentiellement tu vas attirer à toi toutes ces belles âmes qui seront exactement comme toi et qui seront plus dans un paraître de il faut absolument faire la fête. C'est d'ailleurs pas étonnant, mais quelque part je t'ai dit tout à l'heure au début de cette interview que je t'ai trouvée rayonnante. Et quand tu t'es du coup assise, t'as dit je me suis pas maquillée. Et donc il y avait pas tu savais que le podcast était filmé, mais t'as pas cherché à faire quelque chose qui n'était pas toi. Néanmoins, ce que j'ai remarqué de toi, c'était pas t'es pas arrivé en mini-jupe avec des talons aiguilles, un brushing, etc. Ça m'est arrivé d'avoir des invités comme ça, tu vois, où il y a une préparation, mais toi, tu arrives avec ton énergie et ta simplicité, et c'est ce que j'ai ressenti. Donc, en tout cas, tu es le superbe exemple que ce que tu dis, tu le fais. Et ça, je trouve... La congruence. Mais oui, exactement, c'est un mot qu'on n'utilise pas assez. Mais c'est vrai que quand d'un coup, tu te sens aligné vraiment, celle que tu es à l'intérieur, celle que les autres perçoivent, celle que tu es pour de vrai... Et effectivement, si aujourd'hui je devais mettre des talons, des collants, une petite robe, me maquiller pour me dire en fait là je sais que je vais avoir l'air fatiguée, donc il faudrait peut-être mettre un truc sur mes œufs. En fait non, je préfère vraiment ne pas être séduisante mais être intéressante. Encore une fois, vraiment ce truc de se dire oublions mon âge, ça fait 10 ans que j'écris, donc forcément j'ai 10 ans de plus, forcément je suis plus la toute petite blonde pimpante avec les cheveux plus courts, qui portait des robes, je l'ai été, j'étais une maman active, maintenant je suis une autre femme, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. Les 7-8 premiers romans que j'ai écrits, c'était des romans de jeunes femmes, où
où ce qui comptait pour moi, c'était défendre les autres, défendre les enfants. Et depuis 3 romans, j'ai pas fait exprès, mais la focale a changé. Depuis que je prends le jeu, je me rends compte que j'écris des romans de femmes. Des romans où je me suis rangée du côté de toutes mes sœurs, mes compatriotes qui, je vais faire un grand discours, en fait, qui ont vécu la même chose que moi, mais sauf qu'on le vit chacune chez soi et on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas normale? Pourquoi j'arrive pas à être comme les autres? Et quand d'un coup, tu poses des mots très simples et qui te disent, mais en fait, si t'es comme ci, c'est parce que t'es hypersensible. Si t'es comme ci, c'est parce qu'en fait, t'as une nature artiste dans une famille qui n'est pas artiste. Si tu es comme ci, c'est parce que... Et là, tout à l'heure, tu me feras la numérologie et ça va encore être un élément de plus pour me découvrir et pour m'autoriser à être celle que je suis. Parce qu'en fait, c'est écrit. Et une fois qu'on sait que c'est écrit, on peut pas faire grand-chose. Et je vais jamais utiliser ça comme une excuse pour être méchante ou avec les autres. Mais par contre, mieux se connaître, forcément, t'es plus enraciné. Et donc forcément, tu peux aussi avoir envie de tendre la main beaucoup plus facilement vers les autres parce que ça va jamais te chambouler ou te voler quoi que ce soit. Dans le livre, il y a un autre point qui m'a interpellé. Inès dit cette maison, c'était une évidence. Qu'est-ce que tu penses des évidences dans la vie? Tu penses qu'il y a des évidences qui sont là et qu'on doit, encore une fois, là je mets une injonction, mais qu'on est invité à écouter? Oui, j'en suis absolument persuadée. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir au fond de moi, donc peut-être des rêves de petite fille, des visualisations de choses qui existent comme des rêves, vraiment, mais que j'oublie parce que c'est sous plein de couches de poussière et d'autres bêtises du quotidien. Et quand d'un coup, ça se présente à toi, là, ça remonte, mais d'une force où tu dis « Ah, c'est ça, c'est maintenant ». Et t'avais oublié que t'avais ce rêve-là. C'est comme la première fois quand j'écris, j'avais oublié. Et quand ça revient dans ma vie, le rêve revient, là, tu sais qu'il faut le faire. Et là, dans ma vie, j'ai la chance folle de pouvoir d'avoir acheté une maison récemment dans le Finistère. Et je l'ai reconnue, cette maison. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai reconnue dans le sens où c'était une évidence. C'est-à-dire que dans petite fille, j'avais dû penser que je voulais une maison avec une verrière, avec une bibliothèque du sol au plafond, avec une vue mer assez très dégagée sur un horizon qui appelle à une forme de liberté et de possible. Et quand je suis tombée sur cette maison, mais j'étais encore chez moi juste sur l'annonce immobilière, j'ai fait « c'est celle-là ». Tu la reconnais, tu sais au fond de toi que c'est... Alors, potentiellement, celle-là était beaucoup plus grande que celle de mes rêves de petite fille, mais il n'y a pas un doute. Alors que si tu rationalises les choses, tu dis oui, mais en fait, peut-être pas, et peut-être ceci. Non, quand ton corps à l'intérieur reconnaît, c'est le moment de plonger et de sauter et d'éteindre toutes les voix des autres qui essaieraient de t'empêcher ou de te freiner dans ton envie parce qu'eux comprennent pas. Eux, ils n'ont pas le feu qui s'est allumé à l'intérieur où toi, tu sais que c'est ta nouvelle boussole et que cette boussole-là, le reste du temps, elle te laisse tranquille, donc t'as pas vraiment à l'écouter. Mais quand elle se réveille, sinon, tu sais que tu vas regretter toute ta vie parce que c'était ce rendez-vous-là qu'il fallait pas louper et j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit. Concrètement, c'est quoi ce que tu ressens? Tu pourrais le décrire? C'est un grand... je pense c'est au niveau de la poitrine. Hein, ça tout se serre, genre, comme si j'arrivais plus à respirer. Enfin, un truc de... je perds le souffle. C'est très... Ouais, c'est une excitation aussi, mais c'est plus le souffle coupé. En fait, je bloque, je bug physiquement, j'ai vrillé, je peux plus penser à autre chose, je reste bloquée jusqu'à ce que ça soit fait. Et je ne dors plus la nuit. Et en fait, c'est ça aussi, je pense que les rêves sont quand même une bonne boussole. Si tu te couches... les tiens, j'ai l'impression. Les miens, oui. Mais si jamais tu te couches en ayant pris une décision et que tu y repenses 3 fois dans la nuit, c'est que c'était pas la bonne décision. Tu vois, il t'aide à te redire non. Alors que quand tu prends une bonne décision et que tu vas te coucher et que tu dors comme un bébé, c'était la bonne décision. Et donc ça m'aide pas mal aussi. Donc oui, quand je fais des insomnies, quand ça me travaille, c'est que j'ai pas encore trouvé la bonne décision et qu'il faut que je continue. Mais c'est vraiment ce truc, moi, ce que je ressens quand l'évidence, c'est tu reconnais. En fait, c'est au niveau même de la fontanelle, c'est tu sais. Ouais. Moi, j'ai deux très bons indicateurs qui sont mes amis. J'ai mes tripes qui te disent oh là là, c'est vraiment animal, c'est instinctif, il faut y aller. Enfin, c'est vraiment l'action, il faut y aller. Et quand je sais, c'est plus là. C'est vraiment, tu te dis je sais, c'est celle-là, je sais. Et t'auras beau venir avec tous les meilleurs arguments du monde, j'ai tout fermé. Je peux pas. Tu pourras pas essayer de me retourner parce que c'est irrationnel. C'est vraiment laisse-moi faire ma bêtise toute seule s'il faut, mais j'ai vrillé et tu me rattraperas pas.
Ouais, c'est vraiment, en tout cas, ça touche vraiment à l'intuition. On sait qu'on parle d'évidence, mais d'intuition, quelque chose qui est invisible. Oui. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais notées, mais on en a parlé parce que j'avais parlé, justement, à un moment donné, on parle des rêves, qu'il y a 2 secrets pour une vie réussie. Et tout ça, on en a discuté. C'est incroyable à quel point tu mets de toi dans ce livre. C'est-à-dire que quelque part, là j'ai envie de vous dire à tous nos auditeurs et auditrices, si vous aimez en fait, la façon dont tu racontes les choses, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que j'ai aimé le livre, mais j'adore t'écouter. Mais donc Merci. Si on adore t'écouter, on va aimer le livre. Parce qu'il y a une connexion, je trouve, entre les deux. Mais après, c'est ça qui est beau aussi, c'est que pendant les premières années, je racontais l'histoire des autres. Et j'étais très sincère, c'était tout mon cœur. Si je mettais la lumière sur telle injustice, ça voulait quand même bien dire des choses de moi. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que potentiellement, ceux qui me lisaient, donc mes lecteurs, ils me disaient très régulièrement, mais vous vous rendez pas compte à quel point on connaît toute votre âme. Donc eux, ils étaient quand même très, je pense qu'ils me connaissaient assez intimement, mais de l'extérieur, donc ceux qui me lisaient pas forcément, ils avaient aucune idée de qui j'étais. Les journalistes ou autres, ils n'ont pas une idée très fixe sur les premiers romans de qui je pouvais être. Et ça, moi, je ne l'avais pas bien intégré. Et c'est vrai que depuis, et c'est pas fait exprès, mais depuis mes 3 romans où j'ai pris le jeu, il n'y a plus du tout de différence entre la personne que tu as en face de toi et qui te raconte des choses du moment et très intimes, et finalement ce que j'ai pu donner de moi à mon héroïne. Donc j'aime toujours avoir des héroïnes qui n'ont pas exactement mon prénom, parce que ça me permet d'avoir des héroïnes plus grandes que moi. C'est-à-dire que Inès, je peux lui donner mon rapport à la nature, mon rapport à la mort, mon rapport à plein de choses, mais elle est encore plus grande que moi parce qu'elle contient aussi des choses de mes amis, de ce que j'ai pu lire, voir, entendre, et que je trouve assez injuste. Mais c'est sûr que ce roman-ci, tu peux pas être plus proche de moi, que c'est tous les thèmes qui m'empêchent de dormir, c'est tous les thèmes qui me travaillent, et c'est aussi un bilan sur une vie où finalement tu te dis, tu passes ton temps à essayer de te trouver, et quand tu te trouves, ça fait déjà ça fait beaucoup de bien, et 2, tu as envie de donner 2-3 clés aux autres. Donc c'est aussi ce que j'essaye de faire dans les romans, pour que tout s'allège. Et parfois tu te penses libre, mais c'est pas très léger quand même. Et il y a encore 2-3 petites choses qu'on peut faire bouger. J'ai des questions-réponses rapides. Oui, attends, je bois un petit verre d'eau. Vas-y, bien sûr. Donc l'idée, c'est de répondre assez rapidement à ces questions. Oser, c'est quoi pour toi en un mot ? Oser, c'est écouter ce qu'on a au fond du ventre qui nous dit d'y aller, et de ne pas réfléchir à la peur et de foncer. Ok. Si tu devais résumer ton dernier livre en 3 mots, ça serait lesquels ? Amitié, reconstruction et liberté. D'accord. Non mais... Ça m'étonne pas. En te parlant, ça m'étonne pas. Une phrase que tu rêverais d'entendre quelqu'un dire sur ton travail. C'était sincère. Quel est ton plus grand défi en tant qu'écrivaine ? Rester pertinente. Le monde bouge. Je bouge parfois un peu à contretemps. Et je voudrais toujours que quand on ouvre un de mes livres, n'importe quoi, le prochain en 2026, on se dise mais comment elle sait ? En gros, c'est un peu dans l'air du temps, tout en étant intemporel. Donc d'avoir un truc de justesse, pertinence et justesse. Ouais, ok. Si tes livres étaient un genre musical, lequel serait-ce ? Une fugue. Je sais pas si c'est un vrai genre, mais c'est aussi de la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? J'en sais rien. Parce que t'en parles en plus, hein, c'est oui, très présent la musique. Je sais, alors c'est vrai que ça serait peut-être un beau cœur de femme. Alors, je sais pas si ce serait un gospel ou... Moi j'ai besoin de la voix, j'ai besoin que ça résonne, que ça vibre. Ouais. Et là on se sent vivant, donc ça serait quand même très doux, et certainement a cappella. Ok. Quel est ton secret pour surmonter la page blanche ? D'être tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que là, le roman est sorti, mais je suis déjà dans un sujet qui m'intéresse. En fait, je suis très curieuse. Donc, ce n'est pas encore un roman qui se profile, mais je lis tout le temps, j'écoute plein d'émissions de radio, de podcasts, je stabilote tous les essais qui m'intéressent, et j'ai une matière première vivante qui bouge devant moi, et où je sais que quand j'irai m'enfermer pour écrire, tout va ressortir d'un coup. Donc, c'est vraiment comme tirer à l'arc. Tu bandes l'arc, et quand tu lâches la flèche, ça part tout seul. Donc en fait, ne jamais s'arrêter, d'être tout le temps en mouvement. Ok. Ton plus grand doute aujourd'hui ? Mon plus ? Grand doute. Mon plus grand doute, je
j'en ai pas. Ah ouais? Non, c'est quoi mon plus grand doute? Peut-être que je suis tellement bien que j'oublie tous mes doutes. Non, c'est génial. Ouais, mais vraiment, hein, tu m'aurais reçu il y a 2 ans, j'étais pas là. J'étais pas là, j'avais plein de doutes, plein de peurs. Et maintenant, je crois que j'ai quasiment plus de doutes et plus de peurs. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai décidé de faire la paix avec le syndrome de l'impostrice et de me rendre compte que c'était fini, c'était bon. J'ai fait sortir tout le monde du bureau et je me suis dit maintenant les forces, je les ai trouvées au fond de moi et je les trouverai toujours par moi-même. Et maintenant, je me fais confiance à la petite voix intérieure, à ma boussole interne. Et maintenant, j'ai mon cap. Et puis en plus, maintenant, j'ai des amis aussi qui sont toujours avec moi pour mes futures folies. Donc mes plus grands doutes, je sais pas. Oui, effectivement, qui m'apportera des huîtres sur mon lit de mort dans peut-être 60 ans, ou non, peut-être pas 60 ans. La fille, et pourquoi pas, exactement. Donc voilà, je ne sais pas, ça peut être ça peut-être. Si tu pouvais inviter une célébrité à dîner, morte ou vivante, ça serait qui et pourquoi? Marion Cotillard, j'adore Marion Cotillard, je trouve qu'elle a une humanité folle, j'adore sa voix, on sent toute sa sincérité, ses blessures, ses mystères aussi. J'aime son engagement écologique, j'aime la femme qu'elle est, les films qu'elle choisit, qui sont rarement carriéristes, mais vraiment des coups de cœur de projets qu'elle a envie de porter et défendre. Et donc voilà, ça serait... c'est vraiment une femme que je trouve très inspirante, qui nous laisse pousser des ailes et au contraire qui ne nous fait pas sentir petite. Au contraire, elle nous fait nous sentir grande. Ok. Un conseil pour les écrivains en herbe qui rêvent de voir leur livre publié? Alors, aller au bout de son premier jet. Et une fois qu'on est arrivé au bout de son premier jet, on ne s'arrête pas là. On continue. Parce qu'en vrai, le meilleur conseil, c'est continuer. Une fois qu'on a fait autant d'efforts, on continue. Parce que écrire, ce n'est que réécrire. Ce n'est que continuer pas après pas. Et souvent, on se dit, mais attends, je suis qu'à 5% du truc fini, je vais jamais y arriver. Et du jour au lendemain, on passe de 30% à 85% sans s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment mon conseil, c'est de ne pas s'arrêter en chemin, de continuer jour après jour et de se souvenir que même pour ceux qui écrivent chaque année, ou j'en sais rien, comme moi, c'est la même difficulté. Chaque roman est une montagne, c'est un Everest qu'il faut regravir. Le fait d'avoir écrit une première fois ne change rien. Il faut tout recommencer de zéro chaque année. Et donc la seule certitude, c'est qu'on a cette force en nous. Et la seule barrière, c'est notre peur de ne pas y arriver, notre peur de c'est trop à faire. Et en fait, non, les ressources, on les a au fond de nous. Donc, il faut se faire confiance et juste se dire, je fais ce que j'ai à faire chaque jour. Je continue pas après pas et à la fin, on va arriver au bout. Tu sais que ça me... En fait, là, je viens d'y penser parce que j'y avais pas forcément, ça fait partie de ma vie, mais je reviens pas là-dessus tous les jours. J'ai écrit un livre quand j'avais 23 ans. Je vivais à Londres. Et je bossais au Starbucks et j'en ai eu marre. À un moment donné, j'ai arrêté. À l'époque, j'étais en couple avec un Londonien. Je me suis retrouvé à aller devant son boulot et lui dire descends. Je lui ai dit j'arrête Starbucks, je vais écrire un livre. Et du coup, j'ai passé 6 mois. C'est marrant que ça remonte là maintenant. Ouais, à écrire un livre tous les jours, l'après-midi. Alors, c'était pas très, très bon par rapport à ce que je prenais, mais je prenais une canette de Red Bull, des Maltesers, et ensuite je passais au vin blanc à 17h. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, moi je faisais ça vers 18h30, 19h aussi. Oui. Et j'écrivais de 14h à 20h quand il rentrait du travail, et j'ai écrit une sorte de roman initiatique. Alors, c'est drôle que j'ai ce podcast aujourd'hui parce que finalement ce livre s'appelait Apprendre à devenir. Bah voilà, tout était écrit, mais c'est ça qui est beau. On peut prendre la petite graine qu'on était à, je sais pas si c'est 6 ans, 18 ans, 20 ans. Et en fait, on a beau l'arroser, ça reste le même arbre. Enfin, vraiment, on est tellement... Nos racines sont profondes. Et tout était déjà là. C'est ça qui est fou. Et j'écrivais l'histoire de Sébastien, qui est le prénom que j'aurais dû avoir si je ne m'étais pas appelé Nicolas. Moi aussi. En fait, ma mère savait pas si j'étais une fille ou pas. Je devais être Sébastien. Ah ouais. Et à la naissance, du coup, ça n'a pas pu être possible. J'aurais dû m'appeler Sébastien. Et donc, c'était Sébastien qui déménageait à Londres, qui rencontrait un mentor charismatique qui allait lui apprendre à devenir... à lui faire sortir de cette timidité pour vivre cette vie unique et cette vie rêvée. Et je me rends compte qu'effectivement, finalement, ce livre, c'est encore ma vie aujourd'hui et ça l'était déjà quand j'avais 9 ans. Et c'est un fil conducteur qui a toujours été là. Et artistiquement, c'est comme si j'avais exprimé les choses. Et tu vois, encore un truc passionnant, je trouve aussi, c'est que tu l'as pas écrit en France. Ouais.
Parce qu'en France, moi, je sais que j'aurais peut-être pas écrit non plus tout de suite. C'est quand tu pars à l'étranger que tu peux te réinventer, t'autoriser à être celui que tu penses être parce que personne te connaît. Tu peux être le petit Français qui écrit, c'est pas grave. T'as pas à affronter le regard de ta famille qui dit hein, mais pour qui elle se prend là pour Victor Hugo. Donc ça t'aide vachement. Et moi, je sais qu'en arrivant à l'Institut français à Milan, en arrivant à Milan, je me suis inscrite à l'Institut français. C'est le premier truc que j'ai fait. Et ils m'ont demandé mon prénom, donc j'ai dit Aurélie, mon nom, j'ai dit Valogne, et mon métier. Et là, j'ai bugué, parce que j'avais pas envie de dire marketing ou femme au foyer ou mère, je sais pas quoi, ou chômeuse. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était vraiment, j'étais arrivée depuis 2 semaines et je lui ai dit écrivain. Et elle a noté. Et là, je me suis dit, j'ai rougi. Et je me suis dit, une fois que tu l'as dit, il va falloir le faire. Mais tu vois, je pense que cette autorisation, on se la donne pas quand on est très entouré de nos amis depuis toujours, de nos parents et de la famille depuis toujours. Quand on part ailleurs, on peut vraiment être celui que l'on doit être, que l'on ressent. Et on n'a plus rien à prouver pour les autres et on peut se sentir beaucoup plus libre. C'est intéressant, j'adore le voyage et je sais que je me réinvente souvent dans les voyages, donc ça fait écho en tout cas ce que tu dis. Mais c'est vraiment fou ça, parce que finalement ton roman initiatique, moi je suis curieuse parce que je me dis, là si tu devais écrire là, je pense que ça serait encore une fois un roman initiatique qui partirait d'un point A qui irait à un point Z. Quelqu'un qui est paumé dans sa vie, qui va se reconstruire, sûrement grâce à quelqu'un aussi. Et voilà, bizarrement. Mais je pense parfois on dit qu'on écrit toujours le même roman. J'espère que c'est pas exactement le cas sur les miens, mais je pense qu'on a un truc au fond de nous qui nous tient à cœur et qu'on a besoin de refaire sortir régulièrement. Donc lâche pas ça. Je fais une conférence la semaine prochaine au Feel Good Day de Levallois. Et ce matin, je me suis fait coacher justement pour cette conférence. Et c'est oser réussir vos projets. C'est comment dans ma vie, je suis toujours partie de zéro et j'ai monté mes projets. J'ai fait de la musique, je suis numérologue, j'ai fait de l'investissement immobilier, du coaching immobilier, j'ai toujours été sur scène, je suis toujours partie de zéro, j'ai mis un nouveau costume en gardant l'essence même de ma personnalité, mais en menant ces projets différents. Et en fait, le livre ou là, la conférence, c'est encore la même chose, c'est inspirer à devenir, apprendre à devenir, toujours. En fait, je pense que nous, à la base, on était disciples. Tu vois, on avait envie d'apprendre. Je pense que apprendre, c'est peut-être un de nos moteurs. Et un jour, sur le chemin, on sera peut-être celui qui apprend à d'autres. Tu vois, je te dis pas un gourou, on va pas être gourou, mais une espèce de petit, je sais pas, de sage qui pourra peut-être inspirer. Là, voilà, je m'emballe très loin. Non, je m'excuse, là, je suis peut-être partie trop loin dans ma tête. Mais c'est vrai que je pense à ça, je me dis vraiment... Ouais, j'ai l'impression que ça fait partie c'est la même personnalité, on a besoin de s'exprimer, on peut pas garder ça en nous, donc il faut absolument que ça vienne, quelle que soit la forme. Donc ça peut être monter sur scène, ça peut être écrire un livre, ça peut être chanter. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que moi petite, vraiment, j'ai hésité entre chanteuse, actrice. Il fallait que ça sorte, il fallait dire, pas seulement j'existe, mais... on existe collectivement, on est tous liés les uns aux autres et on va aller dans la bonne direction. Enfin, il y a un vrai truc d'humanité, je pense, derrière chaque action qu'on fait. C'est pas pour nous, c'est plutôt quelque chose d'altruiste. On a un fond humaniste plus qu'autre chose. Donc, venons à ta petite numérologie. Oui. Alors, en numérologie, tu as du 5. Le 5, c'est quoi ? Il est adaptable, curieux, audacieux. Il aime avoir plusieurs activités en même temps. Il a une forme de polyvalence. Il supporte pas la routine, il aime la liberté, la variété, le mouvement, aller sur des nouveaux chemins. C'est pas toi aussi ? Alors, j'ai le petit frère du 5 qui est le 3. Et effectivement, le 5, on est sur l'archétype de la liberté. Le 3, on est sur la créativité, l'enfant. J'ai ce truc d'un enfant qui explore. Le 5, c'est vraiment le grand frère. C'est aussi l'air, c'est l'oiseau. Et donc... Quand tu me parles d'une maison avec vue sur mer, il y a ce 5... Moi, je me retrouve. Tout ce que tu as raconté dans cette interview. Et tu m'aurais demandé quel était mon animal si je devais me réincarner dans une future vie. C'était l'aigle. J'ai toujours eu l'impression de planer au-dessus des choses, de voir les choses de haut et de loin, de biais. Voilà, tu ne m'as pas demandé. Non, mais c'est vrai. Et attention à ne pas être éparpillé, dispersé aux addictions et être bloqué physiquement ou mentalement. Quand le 5 n'est pas aligné ou ne nourrit pas son 5, il peut se retrouver dans ses émotions plus négatives. En tout cas.
C'est bien pour ça que j'essaye de tout le temps rester en mouvement. Tu vois, tout le monde me dit, mais pourquoi on t'impose un roman par an? Mais ma pauvre, tu veux pas te reposer? Je fais, mais moi, tu me laisses une journée sans travailler, sans être en mouvement. Je suis, j'ai pas un fond mélancolique ou autre, mais alors je deviens mais plus que triste, je me sens inutile, je broie du noir, c'est une horreur. Hein. Donc moi j'ai besoin tout le temps effectivement d'avoir un projet, de me dire tiens, de réfléchir, d'être en action. Donc ça colle à 1000% là. Et le deuxième point qui est ton chemin de vie 8, alors moi je le fais avec ce qu'on appelle un triangle fondamental. Donc là j'utilise les mots qu'on utilise en numérologie, mais en soi il y a vraiment un triangle. Il me manque un numéro parce qu'il me faudrait tous tes prénoms et ton nom pour le calculer. Mais déjà deux nombres du triangle fondamental de ce que tu as besoin de nourrir, c'est déjà pas mal. Et ben t'as du 8, et le 8 il est architecte, constructeur, énergique. Il est à la fois dans le matériel, il peut être ambitieux pour lui, il peut être businessman, il peut être architecte de projet, compétiteur, investisseur, mais il peut être aussi dans l'être, architecte d'idées, ambitieux pour les autres, guérisseur, élévateur spirituel. Il aime se réaliser, aider l'autre à se construire ou se reconstruire, gagner de l'argent, et il a un attrait pour la justice. Mais de toute façon, les deux collent hyper bien. Hein. Moi, tous mes romans parlent toujours d'une injustice. Sinon, ça sert à rien de couper des arbres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer une version d'une vie qui serait un peu moins injuste et un peu plus solidaire. Donc, j'ai envie de te donner du coup mon deuxième prénom. Je peux pas le faire de tête. Je sais. Non, mais là, ça colle parfaitement. Une idée, en tout cas, c'est que moi, de ce que je vois, c'est que tu as quand même une force. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de douceur, et on ferait le thème entier en numérologie, on verrait la douceur. Forcément, quand je te vois, c'est une évidence que je la verrais. Mais là, on voit ton côté quand même de liberté et de construction qui est là. Le 8, avec le fait de travailler tous les jours, t'es en plein dedans aussi. Il y a un truc... je me fouette. Et puis, quand tu t'en as parlé tout à l'heure, mais attention avec le 8, la colère, la frustration, l'injustice, le fait de se sentir illégitime. Et finalement, tu as mis ça de côté aujourd'hui et tu es plus dans l'architecte de ta vie aujourd'hui à construire ce que tu as envie de construire. Oui, ça colle à vraiment tout ça. Même la colère, parfois j'écris sous la colère, mais là j'ai tellement fait la paix avec moi et avec beaucoup de choses que je suis beaucoup plus apaisée. Mais d'un autre côté, ce roman-là, il est quand même né d'une colère. Il est quand même né d'une colère pour beaucoup d'amis qui se retrouvent coincés et emprisonnés dans leur vie à devoir gérer des choses. Mais je me dis, on a fait les mêmes études et je te vois... tu déploies pas tout ton potentiel et je trouve ça triste parce que je la vois malheureuse et on a envie d'aller les sauver et de dire allez viens avec moi, on se renferme ensemble dans une maison et on écrit et on avance et on grandit et c'est vrai que donc la colère souvent je la vois pas pour moi, je la vois plus pour les autres et ça vient facilement après quand je m'enferme et que j'écris. Ma question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Je dirais, ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie, c'est quand même de m'auto-éditer. C'est-à-dire d'avoir écrit ce roman, de ne pas l'avoir gardé dans un tiroir comme peut-être certains font, et d'avoir vraiment, mais avec une inconscience totale, dit qu'il serait mieux quelque part sur le net que dans mon tiroir. Et le fait d'avoir auto-édité ce roman, ça a changé ma vie. C'était pas prévu, j'avais pas prévu de changer de vie, mais fallait croire que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était peut-être ce qui était destiné. En tout cas, je dirais même que c'est oser s'écouter que tu as vraiment fait à un moment donné. Je trouve que tu es un véritable exemple qui, j'espère, va vous inspirer, vous qui nous écoutez, mais je pense, moi ça m'inspire à quel point tu as su vraiment, c'est vraiment comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais changer de costume, quoi. C'est ok, j'étais comme ça et j'ai décidé de faire un grand virage qui en plus a pris du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un burn-out et décider de tout changer demain. Des fois ça peut prendre du temps, mais le virage il est quand même là. Et au contraire, tu as eu cette écoute qui t'a amené aujourd'hui à te connecter à... Tu étais heureuse aujourd'hui? Je suis hyper heureuse, ouais. C'est pour ça tout à l'heure tu me disais quels sont mes doutes ou même quelles sont mes peurs. Je les vois plus. Enfin, là, j'en ai pas, donc forcément, ça va me rattraper. Hein. On reste pas aussi bien sur un nuage très longtemps. Mais c'est vrai que le bonheur, souvent, je disais que je ne sais pas ce que c'est exactement, mais toutes les petites joies
tout le temps, je vais les chercher une par une. Donc de me dire, tiens, je vais aller regarder cette fleur de plus près. Juste tout ce qui peut te faire remonter. Tu vois, quand tu travailles le matin et que t'es pas hyper bien, d'aller chercher toutes les choses qui prennent la bonne cuillère. Enfin, je suis hyper sensible à tous ces tout petits détails qui font que on est mieux. Ouais. T'as la bonne vue, t'as tous les tiroirs qui sont bien fermés. Bref, je suis peut-être un peu toquée. Mais oui, je crois qu'on peut dire que je suis très heureuse en ce moment. Donc, pourvu que ça dure, je touche du bois. En tout cas, on peut te retrouver du coup dans La Fugue, Aurélie Vallogne. Je montre à la caméra, sinon c'est dans le descriptif de l'épisode. Aux éditions JC Lattès. Oui. C'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que de toute façon je l'aurais dit dans l'introduction, mais bon, 10 ans de romans, 5 millions de lecteurs, c'est pas rien quand même. C'est que t'as trouvé ton public. J'ai trouvé mon public, mais c'est peut-être lui qui m'a trouvé aussi. Enfin, ouais, parce que moi j'ai l'impression d'être à disposition. Je suis là, j'écris, et c'est à eux de venir ou pas, de voir si ce que je propose, ils sont touchés, s'ils ont envie de me suivre. Et là, j'ai vraiment des lecteurs, mais ça fait 10 ans qu'on grandit ensemble. Hein. Donc j'en ai qui avaient 9 ans, qui aujourd'hui en ont 18, et ils me lisent chaque année. Et j'ai des couples qui me suivent. Enfin, j'ai vraiment des lecteurs très différents, hommes, femmes, tout âge, toute classe sociale. Il y en a qui lisent un roman par an, il y en a qui en lisent 50. Et ça, c'est assez... c'est un cadeau magnifique. C'est une aventure qui a commencé et je sais pas... j'espère que le chemin est long et beau. Oui. J'en doute pas quand je vois le chemin et en fait la sincérité que tu mets dans ce que tu fais. Je pense que c'est une clé aussi. Je pense. Après, on a envie que chaque histoire, chaque roman soit le plus nécessaire aussi. Tout ce qu'on a à partager, c'est pour une bonne raison. Quitte à se mouiller et à se dévoiler un peu, autant que ça vienne faire écho à ceux qui se pensent tout seuls à penser tout ça. Et si on veut t'envoyer un message, c'est sur Instagram ? Oui, Instagram. Et j'ai une adresse email aussi, donc aurélie.vallogne@yahoo.fr. Je la donne depuis le premier roman auto-édité. Ça sera dans les descriptions, dans le descriptif de cet épisode. Merci Nico, infiniment. J'étais ravie de notre échange et c'était touchant de voir à quel point on a plein de points communs et une humanité qui déborde. Clairement, je te dis à très très bientôt. À très bientôt, salut. Merci Nico, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cet entretien avec Aurélie a pu t'inspirer, à t'écouter et à suivre peut-être cette petite voix intérieure que tu n'écoutes pas assez. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment une très grande aide pour ce podcast. Ça te prend uniquement 2 secondes. Je te dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!